Parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, ok, pourquoi Seb et Adelaine, finalement deux sociétés qui peuvent être concurrentes sur notre marché, se retrouvent à discuter ensemble et que tu acceptes mon invitation sur ce podcast. Partir de son pays, on a une culture, sa famille. Comment tu vis ça? Je pense qu'on pourrait prendre au moins 2-3 heures pour parler de ce sujet. Aujourd'hui, avec le recul, c'est une expérience incroyable. Avec en effet ces hauts et des débats. Ça m'est arrivé de dormir dehors. J'étais dans des associations pour demander de l'aide. Qu'est-ce que tu ressens à un moment comme ça? Ce qui a surtout changé, c'est surtout il y a une intervention du directeur de l'hôtel dont je t'avais parlé. Tu vas voir, l'histoire elle est folle. J'envoie un mail au directeur Europe d'Airbnb à l'époque, lui disant écoute, je sais qu'en ce moment les hôteliers ils sont comme des fous contre Airbnb, mais moi j'ai une vision un petit peu différente. En 2020, l'année du Covid, ma vie a complètement chamboulé puisque j'ai perdu mes 2 parents en l'espace de 7 mois. Et à ce moment-là, ma vision de la vie a énormément changé. Qu'est-ce qui a changé? Si tu devais me décrire le Adelaine de avant et après. Adelaine, JKF, merci d'être là aujourd'hui. De rien, merci à toi de m'avoir invité et de m'avoir convié à ce petit exercice. Donc c'est avec plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. Avec plaisir, et je pense qu'on va adresser directement l'éléphant dans la salle, j'ai envie de dire. Parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, ok, pourquoi Seb et Adelaine, donc là, avec finalement deux sociétés qui peuvent être concurrentes sur notre marché, se retrouvent à discuter ensemble et que tu acceptes mon invitation sur ce podcast. Ouais, en fait, moi, j'accepte. Déjà, je suis en contact permanent et j'ai même de bonnes relations avec tout le monde, y compris les concurrents de la boîte pour laquelle je travaille, notamment Guesty. Aujourd'hui, je considère les concurrents aujourd'hui comme des confrères dans l'industrie et c'est hyper important pour moi de respecter tout le monde. Donc, même dans les ventes qu'on fait, etc., je pars du principe qu'il ne faut jamais casser du sucre sur tel ou tel, un concurrent ou un autre. Donc, pour moi, je vois ça plutôt comme une opportunité d'échanger. Je te considère comme un leader dans l'industrie dans l'industrie de la location saisonnière, notamment en France. Donc, c'est important de comparer un peu nos points de vue, nos expériences et d'apporter aussi de la valeur ajoutée, que ce soit aux entrepreneurs qui veulent se lancer là-dedans ou à d'autres experts qui ont besoin aussi peut-être de connaître un peu plus sur mon parcours, parce que les gens savent que j'ai travaillé dans l'hôtellerie, chez Airbnb, maintenant chez Guesty, et peut-être en effet que mon témoignage pourrait aussi apporter de la valeur. C'est un peu comme ça que je vois l'exercice. Ça n'a rien à voir avec mon poste actuel, ni le tien, c'est complètement à part, si je puis le dire. Super, mec. Écoute, un grand merci d'avoir clarifié ça et pour ta confiance. Voilà, pour moi, c'est pareil. C'est vrai que j'ai eu la chance de te croiser sur quelques événements, quelques autres échanges et toujours beaucoup de respect. Très, très sympa finalement. On a toujours eu des bons échanges et c'est vrai que j'aime beaucoup aussi ton parcours. Et c'est pour ça que j'étais curieux d'en savoir plus et de pouvoir partager ça avec plus de monde finalement. Avec plaisir. Donc, merci. Ouais, je t'en prie. Et donc, pour rentrer un peu plus sur ton histoire, j'aimerais bien savoir un petit peu qu'est-ce qui t'a amené à cette industrie. Et peut-être pour moi, ce que je connais de plus tôt, ça va être la partie hôtellerie. Et qu'est-ce qui t'a amené là-dedans? Quel est un peu ton parcours? Ok, on commence par le début, tout le début. Ok, donc Adelaine, bientôt 38 ans, 37 ans. Né et grandi en Algérie. J'arrive en France en 2009. Et donc, après une année, première année de master à Angers, je me spécialise en revenu management, en yield. Ok. Et donc, je fais le même diplôme, justement, que Élise, donc spécialisée en revenu management et en marketing des services. Et je me rappelle, quand les profs et les intervenants proposaient ou nous demandaient qu'est-ce qu'on voulait faire, j'étais le seul de la promo quasiment à ne pas vouloir travailler dans l'hôtellerie. Tout le monde voulait faire des stages dans l'hôtellerie, etc. Moi, je me voyais bien dans l'aérien plutôt. D'accord. Faire du pricing et du revenu management dans l'aérien. Et finalement, j'ai fini dans l'hôtellerie, malgré moi, puisque j'ai eu un premier stage chez Stairway Management, une boîte spécialisée en pricing et en revenu management, qui avait 2 axes, la location de voitures et l'hôtellerie. Sauf que ce que j'aimais le plus là-dedans, c'est le côté conseil, le côté plusieurs missions à la fois, et surtout le conseil un peu... le côté plutôt consultant,
sont les standards hôteliers que je n'aimais pas trop, en fait, dont j'étais pas très très fan. La cravate, le costard, la barbe rasée tous les jours, ça, c'était pas trop moi. Ouais. Même si j'adore me mettre des costards. Mais on va dire, le cadre hôtelier était trop strict pour moi. Donc j'ai commencé comme ça, dans cette industrie. Et ce qui était marrant, donc c'est en 2016-2017, il y a eu la crise un petit peu, je dirais, hôtelière. Il y a eu des attentats à Paris, il y a eu beaucoup d'attentats. Et en fait, l'activité hôtelière était un petit peu en baisse. Mais Airbnb commençait déjà un peu à fleurir là-dedans, dans ce monde-là. Ce que j'avais fait, j'avais commencé à mettre des chambres d'hôtel, parce que j'avais ma propre boîte de conseil avec des boutiques hôtels parisiens. J'avais commencé à mettre des chambres hôtelières sur le site d'Airbnb. Et c'était à l'époque où ils faisaient l'hôtellerie, hein. Avant même. Avant, d'accord, ah oui, déjà avant. Avant, ouais. J'avais les Jardins du Marais, l'Hôtel Ampère, et la meilleure expérience, c'était avec l'Hôtel Ampère. On mettait une seule chambre physique sur Internet avec un pseudonyme d'un hôte. Ok. Et ça a généré plus de chiffre d'affaires que le meilleur tour opérateur qu'on avait à l'époque au sein de l'hôtel. L'hôtel, il a 97 chambres, avenue Villiers, dans le 17e arrondissement. Et donc, c'était mieux que le meilleur Théo qu'on avait en contracté, donc avec des tarifs fixes. Donc, c'était mieux en chiffre d'affaires, en prix moyen. Et la décision, pourquoi pas mettre plusieurs chambres manuelles, encore une fois. Il n'y avait pas à ce moment-là les channel managers qui étaient déjà connectés, etc. Donc, ce que je fais dans la foulée, j'envoie un mail, un LinkedIn au directeur Europe d'Airbnb à l'époque, Olivier Grémillan, lui disant, écoute, je sais qu'en ce moment, les hôteliers, ils sont comme des fous contre Airbnb, mais moi, j'ai une vision un petit peu différente d'Airbnb. Moi, je vois ça plutôt comme une opportunité. J'ai un portefeuille hôtelier, un portefeuille de clients qui sont des hôtels indépendants à Paris, qui n'y voient pas l'inconvénient de lister leur chambre sur la plateforme. On fait comment? Donc, on m'a mis en contact avec le directeur des opérations à l'époque, Cyril Delattre. J'ai été reçu dans les locaux Airbnb. Et ils m'ont dit à demi-mot qu'ils étaient déjà en train, en effet, de voir pour connecter quelques channel managers hôteliers comme SiteMinder à l'époque. Donc voilà, je les mets en contact en sortant du bureau avec Philippe Lamarche, qui était à l'époque CEO de The Edge, Velpro, société qui a été rachetée par Accor. Donc c'est le channel numéro 1 en France pour les hôtels, en termes de part de marché. Et voilà, l'histoire a commencé comme ça jusqu'au jour où, peut-être 3-4 mois plus tard, après ce rendez-vous-là, je vois un post boutique hôtel manager chez Airbnb Franchise. Non, c'est pas possible. Ça, ils ont fait le post pour moi, ça ne peut pas être mieux en tout cas. J'ai jamais fait une boîte américaine avant. Donc j'ai décidé de postuler, j'ai postulé, ça s'est bien passé, voilà, j'ai eu le poste et j'ai commencé, justement, j'ai rejoint Airbnb en 2018 pour lancer le business un peu hôtel en France, avant le rachat de Hotel Tonight en 2019. Après, il y a eu le Covid et les hôtels ont été dépriorisés depuis. Voilà. C'est un peu comme ça que je suis arrivé dans le monde de la location saisonnière. Airbnb que j'ai quitté en décembre 2023, pardon. Ah, ok. Ça fait un an. Ouais, il y a un an. Ça fait un an. C'est un peu comme ça que je suis arrivé dans ce monde de location saisonnière. Ok, intéressant. Bah, merci. Merci. Et, je te propose qu'on aille zoomer un petit peu sur quelques parties. Oui. Ça m'a pas mal intéressé de dire, bah voilà, plus jeune finalement, t'es né, t'as grandi en Algérie. Et après, arrivé en France, c'était quoi? C'était pour les études? C'est quoi qui a amené finalement cette transition? Et curieux de savoir comment tu l'as vécu, parce que partir de son pays, on a une culture, sa famille. Comment tu vis ça? Ouais. Je pense qu'on pourrait prendre au moins 2-3 heures pour parler de ce sujet. Et en plus de ça, me passionne beaucoup. Qui fait aussi un peu la une de l'actualité depuis quelques mois, notamment en France, c'est l'immigration, l'identité nationale, etc., etc. Oui, c'est pas un exercice tout joyeux de quitter les siens, de quitter sa terre, de quitter son pays. Moi, je suis arrivé très jeune en France. Je suis arrivé en 2022. Je suis arrivé seul avec 2 valises. 2022? Non, 2009, pardon. 2009. 25 août 2009. Okay. 25 août 2009, j'arrive, j'avais 22 ans. Toute ma famille est en Algérie, tous mes amis sont en Algérie. J'avais personne en France. Donc j'arrive, je savais même pas où aller. Wow. Ça, c'était très marrant.
Ouais, c'est beau de le voir comme ça. Ouais. Même le choix des mots, je trouve. Aujourd'hui, avec le recul, c'est une expérience incroyable, avec en effet ces hauts et des débats. Ça m'est arrivé de dormir dehors. J'étais dans des associations pour demander de l'aide. Enfin, j'ai aucune gêne pour parler de ça. Et je pense que c'est aussi une des plus belles façades de la France que j'aime le plus. Ce côté-là, justement, très protecteur des étudiants, d'entraide avec des associations, etc. Donc j'arrive en France, je fais justement pour mes études. Et je fais une première année, une deuxième année pour justement. Peut-être avant qu'on aille plus loin par là, tu nous disais, ça te gêne pas d'en parler. Et Non, je suis curieux d'en apprendre un peu plus. C'est oui, quelque chose que je connais peu. Et je sais pas pour notre audience, mais je pense qu'il est intéressant à connaître et de comprendre différents parcours de vie et par quoi on peut passer finalement. Donc je veux bien que tu étayes un peu plus sur ce que tu vis, les différents types éventuellement de soutien. Tu dis, il y a des moments où tu dors aussi dans la rue. Enfin, je veux dire, je vois que tu passes dessus. Je veux dire, j'ai l'impression avec une certaine aisance maintenant, mais j'imagine que ça n'a pas été facile toujours. C'est très très difficile. La première année, sachant que je voulais vraiment faire des études et je voulais exceller dans mes études. Donc je voulais pas travailler en même temps. En tout cas, j'ai travaillé en même temps, mais je voulais pas abandonner mes études pour travailler, faire une année blanche. Beaucoup d'étudiants le faisaient. Ouais. Je viens d'une famille très modeste en Algérie. Mes parents étaient des fonctionnaires. Donc, je suis arrivé en France avec l'équivalent, je pense, de 2000 euros. 2000 euros qui étaient partis en frais d'inscription et un ordinateur HP, je me rappelle, que j'avais acheté. Donc oui, la première année et la deuxième année étaient extrêmement difficiles. Je faisais mon premier stage avec 417 euros. J'étais à Courbevoie en colocation, mais au bout d'un mois, je pouvais déjà plus payer la colocation. Donc, Abdeslam, qui m'a gentiment hébergé, m'a dit non, tu payes rien, reste ici. Et j'ai fraudé pendant 4 mois le pass Navigo, parce que c'était impossible de payer les 100 balles pour payer les 5 zones. J'habitais à Courbevoie et mon stage était à Noisy-le-Grand avec CEA System. J'étais stagiaire dans le département commercial et marketing. Je me levais à 6h du matin pour être là-bas vers 8h, 8h30. Je terminais, je prenais le RER A directement à La Défense pour travailler chez Quick à Défense à l'époque. Donc c'était une période très, 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 très difficile. Et bien évidemment, je passe l'éponge dessus rapidement, mais on pourra encore en parler. Oui, le logement, je pense que c'est certainement aussi cette expérience qui m'a derrière, d'une manière directe ou indirecte, je sais pas, qui m'a poussé à me dire, il me faut absolument mes propres investissements immobiliers, mes propres appartements, parce que je voudrais faire autrement. J'ai galéré en tant qu'étudiant à être hébergé, à trouver un logement. Mais même en tant que salarié, CDI, 5 fois, 6 fois le loyer, avec une pièce d'identité française, à pouvoir également trouver un logement. Et donc, ouais, tu parlais je me rappelle même quand j'étais chez Stairway Management, cette première boîte qui m'a embauché en France, avec 2200 net par mois, en 2011, quelque chose comme ça. Ça m'est arrivé plusieurs fois de dormir dans le bureau, de dire à mes collègues qui sauront se reconnaître certainement, de leur dire bonne soirée, à demain, et j'allais à la bibliothèque François Mitterrand. Je prenais une salade dans un bistrot là-bas, et j'attendais qu'il soit vraiment 20h, 21h pour être sûr qu'il n'y a plus personne dans le bureau. Et je retournais au bureau pour y dormir. Ça pendant au moins une semaine. J'ai fait ça pendant au moins une semaine. Qu'est-ce que tu ressens à un moment comme ça ? En fait, j'avais un projet très clair dans ma tête. En fait, c'était pour moi, c'était comment dire ça ? C'était du parasite, mais j'étais straight to the point dans ma tête. J'avais un objectif que j'allais devoir atteindre, peu importe ce qui va se passer. Et j'avais vraiment pas le choix. Le choix, c'était d'abandonner et d'appeler les parents et leur dire j'ai plus d'argent, j'ai pas où dormir, je fais comment ? Je rentre à la maison ? Non. Ils ont pas fait autant de sacrifices pour ça, et moi non plus. Donc l'idée, c'était... je savais que c'était passager. Je j'ai pas la prétention aujourd'hui de te dire que j'aurais pu supporter cette situation pendant les 6 mois. Mais oui, j'ai trimballé mes affaires, j'ai dormi chez des copines, chez un copain, dans le bureau. J'ai fait ça pendant au moins 4 mois. Et le tout avec un CDI et un salaire de 2200. Je te parle ça de 2011.
Et je pense que c'est un peu ça qui m'a mis un peu... Alors, ce qui a surtout changé, c'est surtout quand je me suis... Enfin, il y a une intervention du directeur de l'hôtel dont je t'avais parlé, l'hôtel Ampère, que je salue aussi, Jean-Marie Blanc, directeur de l'hôtel à l'époque, qui a fait une intervention chez une caisse d'assurance ou caisse de retraite qui détient l'hôtel et qui détient également un immeuble à Courbevoie. Tu vas voir, l'histoire, elle est folle. Ok. Il fait une intervention pour moi, pour qu'il me donne l'appartement. Et il me donne un studio. Voilà, au 24 rue de Belfort. C'est là où j'ai eu mon premier appartement en tant que locataire. J'étais très content, je payais 650 ou 700 euros. Le temps passe, quelques années plus tard, je trouve un appartement dans le même immeuble que je rachète. Donc j'achète, je fais une rénovation, etc. Donc au final, tu vois, tout est lié. C'était aussi un petit peu ma destinée. Et je pense que à ce moment-là, quand je me suis rendu compte que, y compris avec ton argent, y compris avec ta pièce d'identité, c'est hyper galère de trouver un appartement en tant que locataire. Je m'étais marié en 2015, décembre 2015. Et donc j'étais encore dans ce studio-là, 24 rue de Belfort. Je voulais forcément aller dans quelque chose d'un peu plus grand. J'ai fait au moins une dizaine de visites. À chaque fois, l'agent immobilier me disait c'est génial votre dossier, j'étais 4300 net par mois. Et j'avais pour budget quelque chose à 1000, 1100. Ok, ça passe tout seul. Et aucun crédit, rien du tout. Les agents immobiliers, je me rappelle, ils me disaient c'est génial, ça va passer, il n'y a aucun souci. Et le soir, on m'appelait en me disant le proprio, il a changé d'avis, ou il a passé quelqu'un d'autre, etc. etc. J'ai un petit peu mon explication de la chose. Je pense que mon lieu de naissance ne plaisait pas énormément à certains propriétaires ou leur faisait peur. Mais en tout cas, c'était le moteur de ma décision de dire, en fait, il faut que j'arrête d'être passif là-dedans, il faut que je devienne actif. Voilà. Il faut que j'ai mes appartements, mon appartement, et il faudrait que je sois un peu différent de ces propriétaires-là pour faire les choses autrement. C'est beau. Tu as décidé de reprendre le contrôle de l'histoire finalement. Exactement. De passer à l'action, quoi. Exactement, et d'investir, de faire de l'immobilier, et surtout de faire l'immobilier, je dirais, healthy, l'immobilier faire aussi avec les gens et avec les locataires, de respecter un peu tout ça, quoi. Et aujourd'hui, c'est quoi un peu sur tes investissements immobiliers? T'es partant de nous en partager plus? Ouais, en fait, du coup, j'ai fait des investissements immobiliers. Bon, Airbnb a aidé beaucoup également là-dedans, parce que je connaissais pas du tout. Et je t'ai parlé tout à l'heure des learnings que je peux faire aussi à travers les podcasts que j'écoute. Ouais, ravi d'en savoir plus aussi. Exactement, j'écoute pas mal de podcasts et j'apprends énormément. C'est quoi qui t'anime, les sujets ou les Franchement, tout développement personnel, gestion de patrimoine, actualité, j'écoute vraiment de tout. Et histoires comme ça inspirantes, notamment des gens et des créateurs de valeur. J'essaie d'apprendre le maximum. Et je pense que, tu vois, tu apprends plus des expériences des gens qu'à l'école. Ouais, ça, je suis quasi certain. Et donc oui, j'ai fait des investissements, j'ai acheté des petits appartements, que ce soit à côté de chez moi, à Courbevoie, ou même ailleurs, à Marseille, chez moi en Algérie. Et l'idée, c'est que je meuble, ou en tout cas je fais des travaux dans ces appartements comme si c'est moi qui vais y habiter. Donc, je mets vraiment énormément de love là-dedans. Non seulement ça plaît, et en plus de ça, voilà, le rapport avec le locataire, je fais aucune distinction d'appartenance religieuse, ethnique. Venez un peu comme vous êtes. Forcément, je prends quand même un minimum de garantie de sécurité pour pas me faire avoir. Je sais qu'il y a une minorité qui peut causer des problèmes aujourd'hui. Mais je pars du principe, on l'a dit juste avant, que 99% des gens sont plutôt des gens honnêtes. C'est ce que disait aussi Brian Chesky quand il a lancé sa marque. Et que voilà, la très faible minorité ne doit pas... Pour ceux qui connaissent moins, Brian Chesky, donc fondateur de Airbnb. Et que la très faible minorité des esprits malsains ne doit pas gâcher le reste, quoi. Voilà. Superbe. Superbe. Et donc depuis, belle évolution. Super, mais merci d'en parler parce que c'est quand même un sacré parcours et je pense beaucoup de gens vivent pour le coup, même si pas énormément osent en parler publiquement.
Donc merci. Mais je t'en prie. Et, Aujourd'hui, enfin, c'est pas non plus un gros tabou. Enfin, je pense que surtout si on prend les étrangers un peu dans ma situation, qui viennent, qui quittent tout et qui y arrivent en France ou ailleurs, je pense qu'on a tous rencontré ce genre de galère. On a parlé du logement, mais je peux te parler d'une période où pendant 2 mois, j'avais 4,50 € ou 4 € sur mon compte LCL, où je passais devant, quand je raconte ça, mes frères, ils rigolent, où je passais devant le kebab, un kebab à Angers, dont le menu était à 5 € avec boisson, je pouvais même pas m'offrir ça, quoi. Ouais. Donc, mais moi, je suis hyper à l'aise pour parler de ça. Voilà, je veux dire, c'est pas des choses dont j'ai honte, quoi. J'en parle, je suis très à l'aise. Ça fait partie de mon parcours quelque part. Voilà, j'étais sérieux, j'ai bossé dur, j'étais sérieux. J'ai eu la bénédiction également certainement avec une bonne étoile au-dessus de ma tête, notamment par rapport à tout ce que je peux faire à droite et à gauche et notamment certainement les bonnes prières de mes parents. Mais voilà, si tu veux, j'ai considéré que ces étapes-là, cette galère-là, elle est hyper importante. Elle fait partie intégrante de mon parcours et c'est normal de la vivre. On a parlé du foot tout à l'heure. Moi, j'ai toujours fait du foot depuis petit. Je voulais vraiment même faire un parcours professionnel dans le foot. Ça s'est pas fait. Mais en fait, dans l'entraînement, tu sais, quand tu fais des entraînements, peu importe le sport, voilà, il y a une vraie galère que tu vas vivre dans l'entraînement. Il y a une résistance à l'échec. Tu vas avoir ici énormément d'échecs. Tu peux t'entraîner hyper dur pendant très longtemps et rater ton match parce que tu as mal dormi la veille, etc. Donc, comment tu vas résister à cet échec? Donc, si tu veux, j'avais déjà un mindset de fait en mode ah non, peu importe ce qui va se passer, je vais devoir y arriver. Ok, je vais galérer, je vais pas manger pendant. Alors, je vais être en bave devant le kebab à 4,50 € ou à 5 €. Mais c'est pas grave, c'est passager. Tu vas y arriver, je fais des petits boulots, je travaille dans des marchés de légumes et fruits à mon plaisir, un quartier à Angers. J'étais veilleur de nuit dans la résidence universitaire dans laquelle j'étais logé. J'ai fait beaucoup de choses, j'étais veilleur de nuit dans des hôtels. Voilà, je travaillais chez Quick quand j'étais à Paris. Moi, je cumulais et le stage professionnel et le boulot chez Quick le soir. Voilà, tout ça parce que je savais que c'était juste momentané et il fallait avoir le diplôme, il fallait commencer à postuler, travailler, être sérieux et que ça allait finir par payer. Joli. Ça a l'air d'avoir Dieu merci. bien évolué. Oui. Ouais, j'avais pas tort. Mon père, au moment où je partais d'Algérie, où je quittais, il m'a dit, mon fils, j'ai un seul conseil. Sois droit et tu réussiras. Ouais. C'était les 2 mots qu'il m'a donnés. C'était pas quelqu'un de... En plus, il a vécu pendant un certain temps ici, il connaissait un petit peu, il m'a juste dit ça. Et je pense que c'est le meilleur conseil qu'il m'a donné. C'est un peu ça aussi, sa personnalité, toute sa vie. Il n'a jamais pris un rang qui ne lui appartenait pas. Il m'a dit, mon fils, sois droit, tu réussiras. Et voilà, je retiens toujours ça. Dans la vie, il faut juste être comme ça. Bah, c'est beau. En tout cas, voilà. Bravo de voir à quel point ça t'a guidé et où ça t'a amené aujourd'hui. Et c'est que les débuts encore. Donc, Ouais. donc c'est beau. Et pareil, tu as parlé du foot dans tes hobbies. Curieux de voir comment ça avance. Parce que pour le coup, il y a un sacré parcours. Que ce soit du moment à commencer le revenu management, finalement à partir dans l'hôtellerie un peu à contre-pied pour le coup. Et après, aller sur le poste chez Airbnb où ils t'amènent, où tu as directement amené l'astuce. Incroyable. Et je suis curieux de voir un peu les comparatifs que tu vois avec le sportif professionnel, là, en football par exemple, et un peu ce niveau, j'ai envie de dire, presque de l'entrepreneuriat, parce que j'ai l'impression que même si c'est avec aujourd'hui un poste de salarié, il y a quand même aussi cette fibre entrepreneur où tu fais ton chemin, où tu traces ta route au travers de ça. Donc, curieux de voir comment tu relates ces choses-là. Absolument. Moi, je pense qu'en effet, je suis quelque part très entrepreneur dans l'âme, dans le sens où déjà, quand je fais une tâche un peu récurrente, je m'ennuie vite. Si on extrapole ça un petit peu dans le monde du football, ou en tout cas du sport, en fait, si tu veux,
quand tu t'entraînes, tu as un objectif précis, en tout cas avec l'équipe. Ce qui m'anime le plus aussi, c'est aussi ça, c'est hyper important. J'en parlais avec Elise à un moment. Je disais, moi, je suis beaucoup plus performant, par exemple, si on va faire un 10 km ensemble, je pourrais les courir très facilement. Donc, je prends de l'énergie des gens que de les faire seul. J'aurais un peu plus de galère à les terminer seul. Parce que je suis pas un loup solitaire. Donc, mon énergie, je la prends des autres. Et je donne aussi beaucoup d'énergie aux autres. Ce qui n'est pas le cas forcément de beaucoup de gens qui préfèrent se ressourcer seuls en étant seuls. Par rapport à mon parcours aujourd'hui et ce côté entrepreneurial, en effet, il y a le côté aujourd'hui immobilier, conseil aussi que je fais. Et si je dois faire le parallèle avec le sport, c'est c'est surtout l'entraînement, et que le métier qu'on fait aujourd'hui, je considère que je ne fais rien d'extraordinaire dans le sens où si je me compare à mon épouse qui est médecin, elle sauve des vies, c'est pas mon cas. Donc je fais rien d'extraordinaire et pour le coup, tout ce que je fais s'apprend. Et en tout cas, s'apprend et peut s'apprendre. Et à ce moment-là, partant de ce postulat-là, il faut juste s'entraîner pour arriver au degré que tu souhaites, que ce soit dans le domaine dans lequel tu opères déjà. Prenons le cas de la location saisonnière aujourd'hui et ce monde dans lequel on travaille tous les deux, ou même un autre domaine. Demain, si je veux être un spécialiste de l'immobilier quelque part, je suis certain que je pourrais le devenir très très rapidement parce que c'est un objectif que je me suis fixé. Et généralement, quand je me fixe un objectif, il y a en effet ce chemin-là. Ok, qu'est-ce que je dois faire ? Entraînement, je fais ça. Voici mon programme que je vais respecter à la lettre. Et après, généralement, les résultats suivent et l'entraînement paye. En tout cas, les efforts payent. No pain, no gain. Ouais. C'est un peu ça la devise, en fait. Ok. Ouais. Et je vois, tu as une discipline un peu particulière, le matin avec une routine ou le soir, comme Non, Roger, non. honnêtement, alors, il y avait le Adelaine post-papa et Adelaine après papa. Ouais. C'est deux vies complètement différentes. J'ai beaucoup changé, j'ai beaucoup évolué. Je prends énormément maintenant de distance et de recul par rapport à certaines situations. Tu parlais du salariat. Là, il y a eu aussi des événements dans ma vie aussi qui m'ont radicalement changé. On parlait, ma propre expérience, je dirais personnelle, notamment avec l'immigration. Mais tu vois, par exemple aussi en 2020, l'année du Covid, ma vie a complètement chamboulé puisque j'ai perdu mes deux parents en l'espace de 7 mois, étant fermé à Paris, frontière fermée avec l'Algérie et confiné. Et voilà, ma mère est partie le 28 avril, mon père est parti le 29 décembre. Et donc 7 mois plus tard. Et j'ai même pas assisté à leur funérailles. Les deux décédés et enterrés en Algérie. Et donc tu vois, après cet événement, je pensais pas pouvoir me relever d'un événement comme celui-ci. Mais finalement, Dieu merci, j'ai pu me relever. Et à ce moment-là, aussi ma vision de la vie, ma vision du business, ma vision de l'entreprise aussi a énormément changé. Qu'est-ce qui a changé? Si tu devais me décrire le Adelaine de avant et après. Le Adelaine d'avant, très fou, très enthousiaste, très corporate. Ok. Le Adelaine d'après, plus raisonné, plus cartésien, et qui du coup qui a dépriorisé beaucoup de choses et qui priorise davantage d'autres. En gros, les priorités ont complètement changé. Je sais qu'aujourd'hui, notamment dans certaines entreprises, ta performance elle est capitale aux yeux de certains. En tout cas, prenons le cas de ton propre manager, ou disons les choses autrement. Ce qui a radicalement changé, c'est
C'est même ma vision du travail, en fait, quelque part. Euh, Aujourd'hui, je suis convaincu que il faudrait pour chacun une sorte de sécurité financière, peu importe là où tu travailles, peu importe la boîte dans laquelle tu opères, peu importe ce que tu fais. Et là, on revient un peu sur le côté entrepreneuriat. Il faudrait quelque part avoir un côté entrepreneurial ou un side business à côté qui te permet d'être complètement indépendant, notamment financièrement. Et en revanche, sur l'aspect personnel, ce qui a changé, en fait, voilà, je suis convaincu que, comme tu l'as déjà dit, mais en gros, la vie, elle peut chambouler d'un moment à un autre en une fraction de seconde. La veille du départ de ma mère, je lui ai parlé, elle est rentrée à l'hôpital juste pour se faire hydrater. Le lendemain, j'ai appelé pour avoir de ses nouvelles. À 7h30, on m'a dit qu'elle était partie. Mon père, qui avait aucun problème de santé, la veille, il regardait un match de Première Ligue. Et je lui dis, ouais, il y a Chelsea ce soir qui va jouer, etc. sur Canal+. Et ma sœur lui avait ramené un téléphone portable que je lui avais offert le soir même. Et le lendemain, arrêt de cœur. Voilà. Donc quand tu vois ça, si tu veux, tu prends énormément de recul et tu dis, bah en fait, non, l'importance, elle est ailleurs. L'importance, elle est pas que dans le travail, elle est aussi ailleurs dans les relations qu'on peut en effet avoir avec les gens et le temps qu'on va passer avec les proches, etc. Et pour finir, j'ouvre une dernière petite parenthèse. Tu vois, tu parlais tout à l'heure de l'immigration et justement du fait que je suis parti seul, etc. comme ça. Et tu entendras jamais dans le 20 heures, par exemple, des histoires comme ça. De gens qui sont partis de chez eux, malgré eux, qui ont tout laissé derrière eux, et qui ont vécu ce que j'ai vécu. Je suis pas le seul à avoir vécu ça. On est nombreux, et ça s'est arrivé à pas mal de personnes, pas uniquement pendant le Covid. Mais l'immigré ou la personne qui a quitté sa terre pour X ou Y raison, c'est pas tout rose. C'est pas juste on vient, on profite du système et on a les APL. C'est pas du tout ça. C'est beaucoup, beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus compliqué. On travaille, on cotise, on essaye aussi de faire grandir ce pays-là, mais on abandonne énormément de soi. Et tu vois, dans mon expérience personnelle, tu vois, j'ai pas eu accès à la chose peut-être la plus sacrée dans ma culture, le fait ne serait-ce que de participer, d'être là à l'enterrement de mes parents. Certes, c'était un concours de circonstances, notamment avec le Covid. Mais oui, enfin, tout a changé depuis ce jour-là. Oh. Voilà. Ouais, ça va être une sacré challenge. Donc, bravo de t'être relevé. Donc, no pain, no gain. Là, je pense qu'il y a eu un gros coup de pain. Ah ouais, énorme. Donc, énorme. En fait, avec le recul, je pense que ce qui m'a aussi le plus sauvé, c'est ma fille. Ma fille était née en 2019, en juin 2019. Et donc, au début du Covid, les crèches, elles étaient fermées. Ouais. Ma femme, elle était 100% à l'hôpital avec le Covid. Airbnb, on était en télétravail, les bureaux ont fermé. Et donc, en fait, en plus, il y a ma mère qui est partie assez tôt, au début du Covid. Ouais, tu disais avril, ouais, fin avril. Donc, en fait, j'avais aussi une période qui m'a été accordée par Airbnb pour faire quelque part mon deuil. Et en fait, au final, aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que j'ai pas sombré grâce à ma fille. Parce que je pouvais pas descendre, si tu veux. Et elle était là, je m'en suis occupé pendant tout au long de cette période-là, puisque les crèches elles étaient fermées, tout était fermé. J'étais le père, la maman, je faisais les biberons, je faisais aussi parfois les nuits avec elle, puisque ma femme faisait des gardes. Et donc c'est grâce à elle. Aujourd'hui, on a aussi ce rapport-là. Quand je la regarde, je me dis, en fait, je lui dis à Mimo, en fait, c'est toi qui m'a sauvé. Ah, c'est beau. Bien évidemment, après, je vais être honnête avec toi. Donc, il y a eu cette période. Donc, il y a eu le décès en avril et le décès en décembre. Je suis parti une première fois en janvier 2021 en Algérie.
une deuxième fois en février, mais tu prends toute l'année 2021, je la considère comme une année de traversée du désert sur le plan personnel, professionnel. Forcément, j'étais complètement éteint. Il y avait des journées où je pouvais même pas me lever de mon lit parce que tout revenait, le rapport que j'avais avec mes parents, leur départ, etc. Et donc oui, il y a eu énormément de peine. Et la peine, elle est encore aujourd'hui, attention. C'est beaucoup, beaucoup mieux qu'avant. Beaucoup mieux. Je revis, j'ai 3 enfants désormais, tout va bien. J'ai que des bons souvenirs de mes parents. Ils m'ont tout donné, j'essaie de tout donner aussi au retour à mes parents. J'essaie d'aider par les moyens que j'ai pu avoir. Néanmoins, oui, il reste... il y a ce petit goût amer qui reste encore de pas pouvoir être sur place, de pas pouvoir assister à leurs funérailles, de pas voir mes proches à ce moment-là. C'est une sorte de devoir qui n'était pas accompli à 100%, malgré les contraintes qui m'ont été imposées par le contexte à l'époque, frontières fermées, notamment avec l'Algérie. Waouh. Bah, écoute, en tout cas, j'espère que ça va continuer d'aller de mieux en mieux sur ce retour d'expérience. Et ouais, merci d'en partager comme ça ouvertement. En tout cas, ravi que ta première fille ait pu aider autant dans cette phase-là. Et puis, maintenant, avec les 3 enfants. Exactement. Ça, c'est super. Et je pense avoir une petite idée, mais je serais curieux d'en savoir un peu plus peut-être sur les moments où tu as été le plus heureux dans ta vie. Et d'aller chercher un peu à l'opposé, les moments où il y a vraiment peut-être ces gains. Ouais. Là, ces moments-là de bien-être, de fierté, où là tu te dis yes, ça c'est bon ça. Ah, il y en a beaucoup, pour le coup, en effet. Beaucoup de joie aussi. Très reconnaissant envers mes proches, envers ma destinée, envers toutes les personnes justement qui ont contribué aussi un peu à quelque part ma success story. Parce que encore une fois, oui, enfin, je suis très conscient de aujourd'hui le rôle que j'ai dans cette industrie-là et aussi je suis reconnaissant envers tous les gens qui m'ont tendu la main, malgré justement le fait que je viens de l'autre côté de la Méditerranée sans connaître personne. Encore une fois, moi, ça fait 15 ans seulement que je vis en France. J'ai personne. Quand je suis arrivé en France, je connaissais absolument personne. Donc ça, c'est hyper important, en effet, à le souligner. Des moments de joie, il y en a eu plein, forcément. Il y a eu la première fois où j'ai reçu ma maman, papa en France, où je les ai promenés, on prenait des tea time dans des beaux palaces parisiens, parce que j'adore faire ça, et du coup, discuter, échanger avec eux. Mon mariage, bien évidemment, la naissance de mes enfants, chaque naissance est complètement différente. Et chaque naissance apporte sa baraka, comme on dit. Il y a eu énormément de joie. Mon premier CDI, c'était un long combat également, parce que quand j'ai signé mon CDI, c'était l'année de la circulaire Claude Guéant. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, si ça te dit quelque chose. Claude Guéant, ex-ministre de l'Intérieur de Sarkozy à l'époque, avait créé une circulaire qu'on a appelée la circulaire Guéant, la circulaire 31 mai, qui voulait interdire les étudiants étrangers de rester en France après leur fin d'études. Donc en gros, tu termines tes études, tu rentres chez toi. C'était ça, la circulaire. Pas de changement de statut pour les étudiants étrangers. Et bien évidemment, il fallait que ça tombe sur moi l'année de mon changement de statut. Et c'est tombé sur moi. Et donc, pareil, parcours du combattant. Pour juste changer mon statut, c'était à la préfecture d'Angers, puisque j'ai fait mes études à Angers. J'ai eu un refus oral, si tu veux, de la part du directeur. Derrière, il y a eu beaucoup d'interventions, notamment de Corinne Lepage, ex-ministre de Chirac, de l'Environnement, qui a écrit à mon sujet à Claude Guéant, direct, une lettre, lui disant « c'est le major de sa promo, il gagne 32K à l'année, je ne connais pas beaucoup de jeunes Français qui vont avoir ce premier salaire. Donc la raison que vous avancez de dumping social, parce qu'ils m'ont quand même sorti un motif comme quoi j'étais trop mal payé et que c'était du dumping social, elle ne tient pas la route. Donc idéalement le régulariser et lui faire son changement de statut rapidement.
J'ai été reçu à l'époque par la directrice des bureaux des étrangers à Angers qui m'a gentiment expliqué en effet que c'était des consignes qu'ils ont eues d'en haut et que mon profil, il a aucun problème. Et donc finalement, j'ai eu mon changement de statut. J'ai quand même eu des témoignages à la presse, je suis passé sur France Inter, Mediapart, etc. J'ai quand même fait un petit peu de bruit pour que mon dossier passe. Donc tu vois, c'est un peu aussi une image de mon parcours qui est plein à chaque fois de quelques problématiques. Ouais. Je suis pas du genre à abandonner rapidement. Je considère qu'en effet que ces petites choses qui puissent arriver ou qui peuvent arriver sur le parcours, ça fait partie en fait du parcours. Il faut les accepter, il faut vivre avec et il faut surtout pas dire bon c'est bon j'arrête et je fais plus ça. Ce que je me rappelle que tu disais tout à l'heure aussi, c'est temporaire. Oui, exactement. Je trouve ça très beau de dire ok, la direction elle est là, l'objectif il est là, ça c'est temporaire, c'est la douleur du moment. Mais Exactement. Ça a aidé beaucoup. cette... Et en fait, je pense aussi le fait que je vienne d'un milieu très modeste, ça a aussi aidé. Si tu veux, la faim me faisait pas peur parce que je dirais pas que j'ai déjà eu faim, mais on a vécu avec des moyens très modestes où j'ai aussi appris à partager avec mes frères. Je suis issu d'une famille de deux frères et une sœur, on est 4 au total avec mes parents. Et donc en fait, j'ai toujours accès. Enfin, on vivait dans un 9 mètres carrés, enfin pas tous, hein, mais avec mes frères, on avait une chambre de 9 mètres carrés. Okay. Donc les 3 lits comme ça. On a toujours vécu ensemble dans la joie et la bonne humeur. C'était premier arrivé, premier réveillé, premier servi. Il va prendre le pantalon, la chaussette la plus propre, etc. Mais tu vois, toujours dans la bonne humeur. Donc j'ai toujours accepté de vivre avec des moyens, je dirais, modestes. Et j'ai pas vécu ça comme étant une peine quelque part. Ouais. Et donc tous les parasites que j'ai pu rencontrer dans mon parcours, en effet, je les ai considérés comme faisant partie intégrante du parcours. Si tu rajoutes à ça le côté sportif footballeur avec l'entraînement, c'est rien, c'est normal. Tu dois souffrir. Tu dois souffrir. Tu veux la victoire, tu dois t'entraîner. Tu t'entraînes et c'est normal que tu souffres. C'est normal que tu sois blessé. C'est normal que tu aies mal à l'adducteur. C'est normal que t'aies faim, que t'aies mal. Mais c'est passager. Après, tu vas savourer quand, idéalement, prochainement, rapidement. Mais voilà. Il faut que tu acceptes. Pour l'instant, tu y vas, quoi. Pour l'instant, tu y vas. Voilà, et tu oublies et tu restes focus, tu regardes seulement ton objectif. Ah. Voilà. Ah, joli. Et là, au moment où tu as... Alors, je sais plus exactement le terme que tu as utilisé, mais le moment où finalement, tu arrives à rester en France, après tes études, oui. Là, qu'est-ce que tu ressens, toi? Parce que je sens que c'est un peu le parcours du combattant, quand même. Et là où ça finit par passer, quoi. Ouais, bah déjà, il y a eu ça. Il y a eu donc la circulaire. J'ai eu mon premier CDI, grosse joie, premier salaire. Ça, c'est quoi que tu ressens pour toi, là, les joies en toi? Hyper fier, hyper content, parce que, tu vois, j'ai respecté quelque part ma feuille de route. J'ai pas arrêté mes études. J'ai même été major de ma promo en revenu management, où j'ai terminé avec 18 de moyenne. Wow. J'ai rendu fier mes parents sur cet aspect, parce que c'était hyper important. Et d'ailleurs, j'ai abandonné le foot un peu pour ça, pour les études. J'étais au lycée sportif national à Alger. C'est un peu l'équivalent d'un Clairefontaine en France. Donc, où je faisais du foot dans la première et la deuxième année de mon lycée. En 2003, le 21 mai 2023, il y a eu un tremblement de terre à Alger, à Boumerdès. Et j'avais 2 de mes meilleurs amis qui étaient judokas, Constantine également, de chez moi, de ma ville, qui passaient le bac cette année, qui était excellent, dans un qui voulait avoir une bourse à l'étranger, brillantissime, aujourd'hui il est neurochirurgien, Karam, que je salue, et en fait il a eu ce bac-là, parce qu'il y a eu 2 éditions, une édition pour les Algérois, donc les habitants d'Alger, Boumerdès, et une édition pour le reste du pays. Okay. Il a eu le bac avec 11 de moyenne, alors qu'on pensait qu'il allait juste avoir, je sais pas, une mention très bien, etc. Donc ça fait tilt un peu dans ma tête. Et mes parents m'ont appelé, m'ont dit, bah écoute, regarde Karam, avec tout son investissement, il avait arrêté des entraînements en janvier pour se concentrer uniquement sur les études. Il avait 11 de moyenne. Et malgré tout. Malgré tout. Et donc là, je dis, ok, ouais. Donc, si lui, il l'a eu avec 11 de moyenne, avec autant d'implication, moi, j'étais pas autant impliqué. Et en plus, j'adorais faire du foot et Ouais, bah, tu voulais être pro, quoi. Je voulais être pro et j'avais honnêtement les moyens d'être pro.
D'accord. Et en fait, je dis ok, je rentre. Donc je suis rentré à Constantine pour passer mon bac à Constantine. C'est à ce moment-là où j'ai donné vraiment la priorité totale à mes études. Et donc, tu vois, on revient sur le focus de non, il faut avoir ce diplôme-là, il faut le faire. Et donc, diplôme, CDI, appartement dans la foulée. Donc, c'est un de mes clients à l'époque, Jean-Marie Bluron, directeur de l'Hôtel Ampère, qui m'a trouvé mon premier appartement. C'est d'ailleurs lui-même qui m'a trouvé le deuxième appartement dans lequel j'ai déménagé, D'accord, ok. à Courbevoie. Tu parlais, tout est connecté, ok, c'est lui qui se Exactement. retrouve le Il deuxième. retrouve le deuxième appartement. Donc, comme quoi, tu vois, même avec 4300 nets par mois, j'étais incapable. Et avec une nationalité française, en 2013, j'étais naturalisé. Dans la foulée, j'étais naturalisé rapidement. Je fais une demande de diplôme supérieur, 1 an en tant que salarié. C'est passé, j'étais naturalisé. Et même avec ça, c'était quand même hyper compliqué d'avoir un T2 seulement à Paris ou à Courbevoie. Et donc, c'est lui qui m'a aussi aidé là-dessus. Et donc, grosse joie pour l'appart, grosse joie pour le T2, et après, la joie aussi d'être propriétaire après. À dire, ok, ça y est, j'ai mon propre appartement, et un peu aujourd'hui mes propres appartements. Ah, c'est top. Bah, bravo, en tout cas, sacré parcours. Merci. Et curieux de voir, déjà, tu joues toujours au foot? Alors, je joue toujours au foot. Ouais. Je joue avec Courbevoie Sport Football, donc c'est un club de la ville de Courbevoie. On joue en CDM, le championnat du dimanche. D'accord. Je m'entraîne 2 fois par semaine et je joue le dimanche matin. D'accord. Et je fais aussi, parallèlement à ça, des fives, donc avec des potes, les vendredis. Donc le foot, c'est quand même beaucoup. Ouais, c'est toujours. J'ai jamais quitté le foot et le foot m'a jamais quitté. D'accord. Et ça m'arrive même de rêver que je joue encore, dans des stades pleins de supporters, etc. Je sais pas si c'est un regret de ne pas avoir continué, mais je sais que c'est quelque chose qui va continuer un peu à me hanter. D'accord. Mais voilà, j'aurais aimé avoir l'opportunité de faire les deux. Ouais. C'est très rare, c'est très compliqué. Il y en a qui ont réussi, mais c'est très rare d'avoir un médecin et footballeur en même temps. Ouais, bah, c'est 2 métiers qui demandent énormément de temps, énormément de focus. Quand je suis rentré à Constantine, j'ai re-signé pour le club sportif de Constantine, le CSC, d'ailleurs le club historique du pays, le doyen des clubs, qui sont aujourd'hui même premiers du championnat. J'étais en junior là-bas et j'allais le matin à l'université. Je retournais au stade pour m'entraîner. Et après, je retournais à l'université pour faire des TD. Et ça, c'était pendant la 2e année universitaire. Après, j'ai compris que ça allait être très compliqué. Pendant que le reste de l'équipe, ils faisaient même pas d'études. On était 2 dans un club où on était peut-être 22 joueurs. On était 2 à aller avoir des cours, ou 2 ou 3. Et non, j'ai compris que ça ne valait pas le coup. En tout cas, je ne pouvais pas être excellent et en études et au foot. Il fallait choisir juste un secteur. Et... Oui, tu nous as dit l'exemple de Karam aussi. Exactement. Ouais. Donner tout et c'est ça. C'était chaud. Choisir, exactement. Ok. Et dans les années à venir, où est-ce que tu te vois d'ici 5-10 ans? Alors, qu'est-ce qui est pour toi là? Alors déjà, je pense que je commence à avoir besoin un peu plus de vitamine D dans ma vie, et un peu plus de soleil. Ok. Donc l'idée de s'expatrier ailleurs que la France, je pense que c'est quelque chose que je commence sincèrement à considérer. Partir dans les pays du Golfe ou en Algérie, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, d'y retourner. Mais toujours de garder un pied en France pour ce marché. C'est quand même 15 ans d'expérience et d'expertise que je ne veux pas, en tout cas, que je suis pas prêt d'abandonner comme ça. Donc, il y a ce projet-là. Après, oui, j'ai plein d'idées d'entrepreneuriat. J'adorerais un jour avoir mon propre club de foot. Une formation, en tout cas, une école de formation de foot. Avec des petits que je prendrais de leur bas âge jusqu'à ce qu'ils soient professionnels et que je leur donne un peu ce que je n'ai pas eu. Donc un équilibre en termes d'études, les langues internationales, parler, etc. Et en même temps, l'excellence dans le sport pour leur permettre peut-être de vivre ce que je n'ai pas réussi à vivre. J'adorerais faire ce projet-là plus tard. Je pense que c'est vraiment mon star project.
Ok. Ah, c'est beau, c'est inspirant en tout cas. Puis je vois quand t'en parles. Il y a des étoiles aussi. Oui, j'adorais faire ça. Ok. Honnêtement, je pense que si j'arrive à faire ça, j'espère y arriver, ce serait vraiment le comble, quoi. J'adorerais produire sur, je sais pas, une quinzaine d'années, 2, 3 joueurs excellents, bons communicants, très bon profil. Donc il y a tout l'aspect aussi éducatif du sport que j'aime beaucoup, les valeurs qu'on apprend dans le sport. Et je trouve ça hyper chouette. Et le faire ça dans des pays en voie de développement, dans mon pays d'origine, j'adorerais faire ça, quoi. Ah bah, c'est très beau en tout cas. Merci beaucoup pour cet échange. Avec plaisir. Et il y a une dernière chose. Oui. J'en ai vaguement parlé tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on a une tradition dans ce podcast qui est que l'intervenant qui est passé juste avant toi t'a laissé une question. Ok. Là, pour le coup, elle savait que c'était toi, mais elle a essayé de rester le plus neutre possible. D'accord. Et donc, Cette question. quand tu laisseras une question, tu ne sauras pas qui est la personne. Et je dois répondre à sa question? Elle a laissé une question, exactement. Ok. Et je demanderais, bien sûr, sauf si objection, mais d'y répondre. C'était si tu devais refaire une chose dans ta vie, enfin dans ton parcours, qu'est-ce que ce serait? Si je devais la refaire? Si tu devais refaire une chose dans ton parcours, qu'est-ce que ce serait? Good one. Aujourd'hui, je considère que mon passage, notamment chez Airbnb, était hyper bon sur tous les aspects. J'ai pu rencontrer des gens extrêmement bienveillants, extrêmement intelligents. Donc, c'est aussi une boîte dans laquelle j'ai appris énormément de concepts auxquels je n'avais peut-être pas de base, pas accès. Et donc oui, voilà, c'est quelque chose. Donc je n'hésiterai pas à renvoyer un message au directeur Europe d'Airbnb pour lui dire oui, j'aimerais bien travailler avec vous et d'avoir postulé justement dans cette boîte-là, Ok. dans le parcours professionnel en tout cas. Ouais, ouais. Et il y a une chose que tu aurais fait différemment? Parce que là, j'entends que ça, c'est vraiment quelque chose que tu as apprécié et que tu dis, ok, ça, j'ai eu raison de le faire et merci d'insister dessus. Parce que je pense que, en tout cas, je vais parler pour moi, mais c'est clair que trop de fois, j'ai pas osé faire ce genre de choses. Et bravo de l'avoir fait et bravo de dire à quel point ça a pu déclencher autant de choses et être aussi bénéfique pour toi. Ainsi, sur ce que j'aurais fait différemment, ce que j'aurais peut-être pas fait. Je pense sincèrement que maintenant, aujourd'hui, avec le recul, j'aurais aimé avoir des gens qui me conseillent aussi sur un autre aspect. Par exemple, tu vois, par exemple, au moment où j'ai pris le virage des études, j'aurais aimé être face à peut-être un footballeur professionnel qui m'explique ce que je peux faire en tant que professionnel, les tenants, les aboutissants de cette voie-là, les challenges, et que j'arrive vraiment à peser le pour et le contre pour me dire, ça se trouve, j'aurais fait une très belle carrière dans le foot. Et que, tu vois, parallèlement au foot ou après le foot, j'aurais pu envisager aussi notre carrière entrepreneuriale. On le voit aujourd'hui avec certains footballeurs qui ont créé des fonds d'investissement, qui investissent eux-mêmes et qui ont même créé des startups, à l'image, par exemple, de Matuidi, Blaise Matuidi. Alors, j'aurais aimé avoir justement ce comparatif parce que j'ai eu le conseil des parents pour qui... by the way, entre parenthèses, mon père a fait du foot. D'accord. Et il a arrêté à cause d'une blessure. Mais du coup, j'avais juste le conseil des parents. Ouais. Qui était peut-être quelque part un peu biaisé par leur souhait de voir leur fils plutôt exceller dans les études. Mais j'avais pas la contrebalance sur l'aspect du professionnel sportif. Exactement, l'aspect sportif, les challenges, m'expliquer un peu la vie d'un sportif de haut niveau. Et tu vois, et c'est pour ça aujourd'hui, je pense sincèrement que cet exercice qu'on fait, tu vois, les témoignages, les podcasts qui existent à droite et à gauche, je pense aujourd'hui, ils sont vraiment bénéfiques aux gens et notamment aux jeunes. J'adore partager ces expériences-là parce que tu ne peux pas. Et j'en ai eu plein, d'ailleurs, après certains podcasts que j'ai enregistrés avant.
J'en ai eu certains qui m'ont appelé, des gens qui m'ont appelé, ils m'ont dit Adelaine, merci beaucoup. Grâce à toi, je vais faire ça. Grâce à toi, je vais faire ça. Il y en a qui ont booké des rendez-vous pour me dire est-ce que je peux prendre un café avec toi? Et je l'ai fait avec plaisir, pareil. Et en fait, ton expérience, elle peut changer parfois la vie de quelqu'un. On a appris dans le passé de toujours vivre caché, tu vois, l'adage vivant heureux, vivant caché. Peut-être sur certains aspects perso, etc. Je peux comprendre des gens un peu plus pudiques, timides, etc. Mais sur le parcours professionnel, sur ce que tu as rencontré, sur ce que tu pourrais faire, gagner, etc., je pense que c'est beaucoup plus bénéfique de partager que de le garder pour soi, parce que tu ne connais pas l'impact que tu pourrais avoir juste sur quelqu'un qui a écouté ça, ou qui a vu ta vidéo, ou qui a passé 15 minutes avec toi en te disant comment tu as fait, pourquoi tu as choisi ça et pas ça, etc. Donc cette valeur ajoutée, elle est inestimable. Et c'est pour ça aujourd'hui, je considère que c'est des choses qu'il faudrait encourager et aller un peu sur ce sens-là. Top. Eh ben, un grand merci en tout cas d'avoir partagé avec nous aujourd'hui, avec tous ceux qui nous écoutent. Avec plaisir, merci à toi. Et c'est top, et ravi de voir que tu vois la valeur. Avec plaisir. Et, je pense que tous ceux qui ont écouté jusque-là l'ont clairement vu aussi et entendu. Et merci, en tout cas pour moi c'était un vrai plaisir, Adelaine. Pareillement, plaisir partagé. Merci.